bonsoir à tous. Merci à Horis d'avoir osé choisir un thème qui n'a jamais été traité chez nous et qui n'est jamais traité même en Afrique. C'est-à-dire qu'on parle de République, comme ça on le ramasse ce thème comme ça, sans pour autant rentrer en profondeur de comprendre réellement ce que c'est que la République. Si on se penchait sur ce thème, je pense qu'on verrait plus clair sur tous les problèmes qui minent nos sociétés. Je parle ici de l'Afrique en général. Quand on m'a demandé de parler de la République aujourd'hui, par rapport à la date, entre guillemets, d'anniversaire, nous allons le voir ensemble, je pensais qu'il était mieux de poser cette question. La République est-elle réellement née au Congo? Si tel est le cas, pourquoi y a-t-il des problèmes? Et pour Constantin, s'il m'écoute, je crois que sur son thème, on ne peut pas développer l'entrepreneuriat sans pour autant... C'est quelqu'un qui nous rejoint. Désolée. Donc, je disais, on ne peut pas développer l'entrepreneuriat dans un pays si on ne règle pas d'abord le problème de l'état de droit. Parce qu'un entrepreneur, il postule à des marchés. Et si ces marchés sont contrôlés par l'État, et s'il y a le monopole, et s'il y a tout ce qui s'ensuit, comme ça se passe dans notre pays, aucun entrepreneur ne peut émerger. Ce n'est pas possible. Je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont allés au Congo essayer de monter des structures. Moi-même, j'ai fait l'expérience. Vous ne pouvez pas y arriver si vous ne mettez pas devant vous un homme politique ou si vous n'acceptez pas généralement de donner de fonds pour avoir des marchés. Bon, bref, ça c'était entre guillemets. La République est-elle née au Congo? C'est un thème, je préfère donner une définition de la République. La République, qu'est-ce que c'est? C'est une définition que j'ai actualisée par rapport à tout ce que les gens vivent aujourd'hui. C'est vrai qu'il s'est inspiré un peu des philosophes de lumière du XVIIe siècle, c'est un peu inspiré de cela, mais je l'ai actualisé pour mettre dans cette définition tous les éléments importants pour qu'une république existe. Donc la république est une forme d'organisation. La république, ce n'est pas un idéal. Si les Africains se disent que la république est un idéal, alors nous n'allons jamais l'atteindre. Alors que la république, c'est la solution à nos problèmes. Nous allons le voir, c'est ce que je vais essayer de démontrer là. Si j'y arrive, je crois que je vais bien dormir. Si j'y arrive pas, je continuerai à le faire. Je continue à le faire, j'écris un livre là-dessus, pour marteler, pour dire aux Africains, attention, la République, c'est notre terre promise. La République, c'est la solution à nos problèmes. La République est une forme d'organisation où la souveraineté appartient au peuple. Premier point que vous allez noter, c'est la souveraineté. Chaque Je peux le voir. Vous voyez? Allô? Bon, il y a du monde maintenant. Oui, oui, du monde. Ça se bouscule sur les canaux. Attends, on va lui parler. Chancel, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, salut, re-salut. Au fait, il y a un intervenant qui est en train d'exposer. Dès qu'il finit, tu peux le suivre, hein, on te garde en ligne, au fait. Hein. Donc, tu pourras l'écouter. Dès qu'il finit, au fait, on enchaîne avec toi. Ok? Parce qu'en plus, je pense que vos thèmes vont certainement se compléter. Donc, ne quitte pas. Donc, on t'a en ligne, tu nous vois. Donc, voilà. Ouais, donc, on est ensemble. On te voit aussi. À tout à l'heure. À tout de suite. Donc, la République est une forme d'organisation de l'État. Donc, nous avons eu des États, mais est-ce que nos États sont vraiment organisés? C'est une question. Mais la République est une solution pour organiser un État, mais dans un État, une solution dans laquelle on donne la souveraineté au peuple. C'est le peuple qui décide. Le peuple utilise ce qu'on appelle le suffrage universel. C'est par là, c'est par le suffrage universel que le peuple va dire, bon, le gouvernement qui n'a pas bien travaillé, on le vire, on met un autre. C'est par le suffrage universel
qu'un peuple peut choisir, peut sanctionner les voleurs, peut, etc. Il faut revenir sur la définition. Parce que je souligne souveraineté, je souligne suffrage universel et je souligne mandat. Ce qui différencie la République d'une monarchie. S'il faut un mandat limité, quand on choisit des gens, on leur donne un mandat limité. Donc 3 choses à retenir. Et nous allons voir si dans notre pays, ces 3 choses ne sont pas respectées, on ne peut pas dire que notre pays est libre. Et on va voir les conséquences de cela. Alors, le suffrage universel, très important. Quand il n'y a pas de république, on peut reconnaître ce qui se passe, en fait. C'est facile. Il suffit de voir un pays, comment il se comporte pendant les élections. S'il y a des disputes, pour aller au pouvoir, s'il y a des guerres, vous savez qu'il n'y a pas de république. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Hobbes. Parmi les philosophes des Lumières, Thomas Hobbes, dans Léviathan, il le dit. En effet, là où il n'existe pas de république, il y a, comme il a déjà été montré, une guerre perpétuelle de chaque homme contre son prochain, et donc toute chose est à celui qui la prend et la garde par la force. Si vous voyez ce genre de choses dans un État, c'est que ce n'est pas une république. Et il va plus loin. Dans ces nations où les républiques ont duré. Donc là, on donne quand même la définition pour qu'une république dure, c'est-à-dire pour qu'un État arrive à perdurer, à régler tous les problèmes de ses concitoyens. Dans ces nations où les républiques ont duré, elles n'ont pas été détruites, sinon par une guerre avec l'étranger, les sujets ne se sont jamais disputés le pouvoir souverain. L'art d'établir les républiques consiste et de conserver la République consiste à des règles certaines. Il faut se poser la question de savoir si nous, dans notre pays, avons-nous fixé des règles certaines. Une des règles certaines, une des règles importantes qui protège le suffrage universel, c'est cette règle qui consiste à empêcher le despotisme. Ce que nous allons voir, comment protéger le suffrage universel en évitant tout despotisme. Parce que le despote, quand il arrive au pouvoir, la première des choses qu'il fait, il usurpe le suffrage universel. C'est-à-dire qu'il prend le pouvoir du peuple. Il le prend et il le gère à lui. Et dès lors que vous avez un système où le pouvoir du peuple a été usurpé, a été mis au silence à travers la confiscation du suffrage universel, vous savez que vous n'êtes plus en démocratie, vous savez déjà que vous n'êtes plus en république, vous savez déjà que c'est du despotisme. Comment éviter tout despotisme? Les philosophes de lumière ont donné des solutions. Les Africains me disent souvent, pourquoi aller prendre des choses chez les Blancs alors que nous-mêmes nous pouvons les penser? Mais attention, ne soyons pas orgueilleux. Vous savez que Cheikh Anta Diop a démontré que c'est nous qui avons construit l'Égypte. C'est les Noirs qui ont construit l'Égypte. Aujourd'hui, nous le savons, avant, on ne le savait pas. Mais les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas été orgueilleux. Ils sont venus en Égypte prendre ce qui marchait là-bas. Mais nous, aujourd'hui, on se retrouve dans les obscurités. Nous devons aller voir aussi ce que les Occidentaux ont fait pour que leurs États fonctionnent. Moi, quand je dis aux gens, quand je rappelle ce principe des 3 pouvoirs, on me dit non, ça c'est l'Occident. Nous, on doit imaginer notre système comme au Congo d'un côté là, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Non, attention. Il y a des règles, comme en mathématiques. Pour éviter tout despotisme, l'État a 3 pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Il faut que ces 3 pouvoirs ne se retrouvent pas entre les mains d'une seule entité. Une fois que vous avez ça, mes chers amis, vous êtes bouffés. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. On va voir un schéma qui n'est pas complexe, je l'ai simplifié. Dans mon livre, il est un peu complexe. Là, je l'ai simplifié. Voilà le despotisme au Congo. Avec ça, vous dites que c'est une république? J'explique. Le chef de l'État, il a pris en otage le suffrage universel. Comment? Parce que le suffrage universel est géré par la Cour constitutionnelle. Entre parenthèses, ce sont les articles. Vous pouvez les vérifier. Je ne raconte pas du pipeau. Il a pris en otage la Cour constitutionnelle qui gère le suffrage universel. Donc, le peuple n'a plus le droit de s'exprimer au Congo. Tant que ça va être ça. Et ça, c'est dans la Constitution. Ça veut dire que c'est le chef de l'État qui va choisir les députés. La règle est simple. Je me demande, la première fois quand je l'ai dit,
Mais chaque fois quand je discute avec mes compatriotes, on dirait que ça passe pas. Comment on n'arrive pas à comprendre que ça, ce n'est pas bien. De faire une constitution comme ça, c'est pas bien, c'est de bâillonner le peuple. Commençons par ça, ceux qui veulent faire de la politique, qui disent qu'il faut que ça se dégage. Mais commençons par régler ce problème-là d'abord. Même si ça se dégage, celui qui va le remplacer, qui va hériter ça, il sera un despote. J'appelle ça despotisme constitutionnel. C'est dans la Constitution qu'il faut résoudre le problème du Congo. C'est pas, j'ai entendu ici, qu'il faut mettre des gens, quand on aura des politiciens qui sont comme des anges, on aura le pays qui va marcher. Mais bien sûr, si tout le monde était des anges, on n'aurait pas besoin de constitution. Mais si on a besoin des règles, c'est parce que l'être humain est d'une nature charnelle. Et la chair amène toujours l'être humain vers l'égoïsme, vers le banditisme, vers la violence. C'est la chair qui est comme ça. Donc il faut des règles pour redresser l'homme, comme font les sociétés organisées. Ce n'est pas les règles qu'on organise une société, c'est par la loi. Or, cette loi qui est dite fondamentale, chez nous au Congo, elle est une loi dangereuse, parce qu'elle donne, elle usurpe le pouvoir du peuple. Donc le Parlement qui est ici est acquis au peuple. Comment est-ce que le Parlement peut contrôler les activités du gouvernement? Quand on vote un budget, on regarde dans un budget ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si le budget il est trop exorbitant, comme on a fait la municipalisation accélérée, ce budget a été voté, c'était du gâchis, on a gaspillé de l'argent. Mais si on avait des parlementaires aguerris qui ont été vraiment choisis par le peuple, je pense que ce budget n'allait pas être voté. Et on ne serait pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Commençons par ça, récupérer le suffrage universel du peuple. Ça passe par l'abolition de cette constitution. Il faut que les politiciens se lèvent aujourd'hui pour dire, monsieur, le chef de l'État, on doit abolir la constitution, on doit s'asseoir pour mettre des règles saines. Regardez, c'est pas tout. Le Parlement, c'est lui qui le choisit, le Parlement est important. Mais il va plus loin, il le contrôle. Parce qu'il peut convoquer et fixer l'ordre du jour des sessions des parlementaires. C'est pas normal, un chef de l'État qui va aller rentrer jusqu'au Parlement pour convoquer le Parlement, c'est lui. Pour fixer l'ordre du jour, c'est lui. Il peut même adresser des messages aux parlementaires. Il peut demander les délibérations, même X fois, d'une loi qui ne l'intéresse pas. Il peut promulguer la loi, mais plus grave encore, il peut légiférer. Le chef de l'État ne peut pas avoir ce pouvoir-là de légiférer. Lui, il s'occupe de l'exécutif. Il s'occupe de l'exécutif. Comment peut-il encore légiférer? Comment peut-il encore légiférer? Il peut dissoudre l'Assemblée. Il a tout ça. Il peut bloquer le pouvoir législatif. Mais ce n'est pas tout. Il a déjà ça. C'est bien. Mais c'est lui qui nomme les magistrats. Bon, il pouvait nommer aux hautes fonctions civiles et militaires, on comprendrait. Mais il nomme les magistrats dans le pays. Quand vous êtes nommé par un chef de l'État, vous l'obéissez. Vous l'obéissez simplement. C'est pas tout. L'organe suprême qui gère la justice congolaise s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui en est le président. Et là, je peux dire, dans notre pays, depuis que le Congo existe, tous les présidents ont tenté tout le temps à prendre la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Sauf en 92, la Constitution de 92 n'attribuait pas cette fonction au chef de l'État. Mais depuis 1958, on a cette tentative-là pour mettre la main sur la justice. Et donc, nous avons là un despotisme constitutionnel. Politiquement, tous les combats devraient se focaliser sur la Constitution pour l'abolir et passer à un vrai système. J'ai insisté sur ça. Excuse-moi Aristide, j'ai insisté sur le despotisme constitutionnel parce que c'était important. Le reste, si on s'est compris sur ce que c'est que la République et qu'au Congo nous ne sommes pas en République, c'est un despotisme. Le reste, on peut se poser cette question très rapidement. Est-ce que la République est réellement née le 28 novembre 1958? Je veux résoudre ce problème très rapidement. Vous savez, un peu d'histoire, ça fait du bien pour comprendre comment est arrivé cet événement du 28 novembre 1958. Un peu d'histoire. Nous ne pouvons pas y oublier les événements récents des années 20.
Hein, je ne parle pas de Timpa Vita parce que c'est des siècles en arrière, mais au moins les événements récents qui ont poussé à l'événement du 28, nous allons voir si c'était vraiment la République qui est mise en place. Nous avons le ngouzisme qu'on ne peut pas ignorer en 21. Le ngouzisme n'était plus mou, plus consensuel, il demandait juste l'égalité de droits entre les blancs et les noirs dans la communauté française, et ils se sont contentés de boycotter les plantations, de boycotter les ventes, ainsi de suite. Ils s'habillaient en blanc, je précise, parce que le kakisme qui vient, c'est le contraire. Et ils vont se mettre en kaki pour montrer que le ngouzisme, vous êtes en blanc, vous êtes pour la paix, mais nous on va prendre le kaki comme synonyme de combat, donc c'était plutôt un mouvement violent. Mais tous les leaders ont été zigoués. Mais le mouvement le plus important, qui donne les résultats de 59, c'est le mouvement de l'amicale des originaires de la F, qui a été créé à Paris par André Guénard Machoua. Donc il faut comprendre, ce mouvement de Machoua demandait qu'une seule chose, l'égalité de droit dans la communauté française. Parce que les Congolais étaient dans la communauté française, mais ce n'étaient pas des citoyens. Dans les années 20, les Congolais ne sont pas des citoyens de la communauté française, c'est des sujets. Donc Machoua, il voulait juste cette égalité qui devienne aussi citoyen. Alors, la conférence de Brazzaville, un peu en arrière, un élément important, la conférence de Brazzaville, donc les événements les plus proches, c'est d'abord la conférence de Brazzaville où De Gaulle a compris la nécessité de donner les droits aux indigènes. Et donc là, on donne aux colonies, je peux passer, on donne aux colonies la possibilité de gérer leur assemblée constituante. Nous avons un premier député de l'assemblée constituante, Jean-Félix Tikaya. Ça, c'est en 1945, donc on avance. Le résultat de Machoua se fait sentir déjà. On peut aller. Alors, en 1946, voilà, la constitution de la 4e République va, tous les historiens sont d'accord que c'est cette constitution en fait qui a donné l'indépendance aux colonies. Et cette constitution-là donne aux colonies la possibilité d'avoir, je peux passer, d'avoir une assemblée, d'avoir un gouvernement, un conseil de gouvernement, et d'élire leurs élus au suffrage universel. Donc là, on donne aux Congolais, pour la première fois, un suffrage universel. Ils peuvent élire. Nous avons envoyé Jean-Félix Tikaya à l'Assemblée nationale ici. Je peux passer rapidement. En 58, le 13 mai, la 4e République tombe. Donc, c'est un peu en Afrique, un peu l'euphorie. Les Africains se posent la question, qu'est-ce qui va se passer? On avait déjà une ouverture. Est-ce qu'on gardera cette ouverture? Est-ce que la nouvelle constitution que De Gaulle va mettre en place va-t-elle nous bouffer? Ils se sont retrouvés à Brazzaville 3 jours, le 21, le 22, le 23 août, pour écrire un mémorandum et envoyer au nouveau gouvernement pour dire « Nous voulons l'indépendance. Inscrivez dans votre constitution que nous voulons l'indépendance. » Je vais passer. Alors, De Gaulle va les écouter et il va inscrire leur doléance dans la constitution. Il y a 3 articles, j'attire votre attention, souvent ça fait des débats, pour comprendre ce qui se passe le 28. Le premier article, article 77. Dans la communauté instituée par la présente constitution, les États jouissent de l'autonomie. Ils s'administrent eux-mêmes. Donc les États. Et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. Il n'existe qu'une citoyenneté de la communauté. Tous les citoyens sont égaux en droit, quelle que soit leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs. Machoua a gagné ici. Son combat, on va dire 58, près de 40 ans de combat. Voilà, il gagne ici. Tous les Noirs et les Blancs, ils ont les mêmes droits. Donc ils peuvent occuper les mêmes fonctions. Quand vous occupez les mêmes fonctions avec un Blanc, vous devez avoir le même salaire. Et là, on rentre, on est citoyen. On est des Français.
je crois que le ministre Ouattara venait de dire, que ceux qui ont, en 28 novembre, c'était des Français. Je crois que c'est Sébastien qui l'a dit. C'est là, les Congolais sont des Français. L'article 76, un article très important. Les territoires d'outre-mer que nous étions, Moyen Congo, peuvent garder leur statut au sein de la République. S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit regroupés pour devenir des États membres, ou bien ils peuvent être seuls États membres. C'est cet article-là qui va donc pousser nos aînés, le 28 novembre 58, à faire ce qu'ils ont fait. Je peux passer. Alors, le 28, je ne vous fais pas tout le scénario, vous connaissez l'histoire, mais moi j'attire votre attention sur le journal officiel qui est annoncé ce jour-là, le journal officiel. Au journal officiel, j'ai le repris, c'est celui-là. C'est ce qui apparaît le 2. Donc aujourd'hui, on est le 2 décembre, c'est la date d'anniversaire de la proclamation au journal officiel de cette affaire-là. Mais lisez très bien, je crois que quand les gens ont lu ce journal, ceux de l'époque, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais je crois que nous, avec le recul, on s'est focalisé sur un public, on est allé très vite. Mais lisez bien. Proclamation de M. Christian Djali, président de l'eau. C'est un blanc. Les blancs étaient devenus des Congolais, ils se sont installés au Congo. C'était des politiques, ils sont rentrés dans des partis locaux et ils militaient. Alors, il fait cette annonce au journal officiel. Donc, ça fait foi, c'est la loi. En vertu des pouvoirs donnés à notre Assemblée par l'article 76, je le cite, l'article le plus important, qui a été ici utilisé, de la Constitution française, j'ai l'honneur de proclamer que le territoire du Moyen Congo manifeste sa volonté de devenir une république. C'est ce qui est écrit? Non. Non. Sa volonté de devenir un État membre de la communauté. Un État membre de la... Cet État autonome prend le nom République du Congo. Donc ce n'est pas... On ne déclare pas la République. On déclare la naissance d'un État membre de la communauté. Et vous savez que là, on n'est pas indépendant. On est encore dans la communauté. Donc une république ne peut pas naître dans une autre république. Ce n'est pas possible. Parce qu'une république, le chef suprême de la république, il s'appelle président de la république. Donc si vous mettez une deuxième république dans une république, comment ça va être? Il va être un président, un sous-président, je ne sais pas comment ça va. Non. C'est pour cela que le 28 novembre 1959, l'abbé Fulbert Hulou ne se déclare pas comme président de la République. Donc il n'y a pas de République. Il est chef de gouvernement. Donc il reste dans les dispositions de la loi cadre et les autres articles que je viens de vous citer. La République n'est pas née le 28 novembre 1958. Ici, on doit proclamer, on doit fêter la naissance de l'État congolais. Et remarquez ici, quand vous lisez les constitutions de cette époque, sur les trois pouvoirs de l'État, ils n'avaient que les deux, le législatif et l'exécutif. Ils n'avaient pas la justice. La justice était toujours tenue par la France. Et c'est ce qui a aidé les Congolais à résoudre le problème de la guerre de 59. Parce que la justice était entre les mains des Français. Ils ont réglé le problème. Ils ont pu juger, même ceux les partisans des Zoulous, très sévèrement. C'est parce que la justice n'était pas entre leurs mains, ce n'était pas une république. Alors je vous demande, pour aller très vite, pour ma conclusion, allez-y chercher à quel moment la République est-elle née au Congo. Moi je dirais qu'à aucun moment, Youlou a été renversé, Samadeba a été renversé, Maringouabi, etc. Jusqu'à présent, nous avons toujours des guerres. L'alternance politique, le problème de l'alternance politique n'est pas résolu. Les textes qui sont là, c'est des textes du despotisme. Celui qui arrive, il prend le pouvoir pour lui. Une seule fois, on a tenté d'avoir une république, c'est en 92. La Constitution de 92
représente bien une république, avec les pouvoirs séparés, bien séparés, mais cette république n'a pas eu l'occasion de naître, parce que le président Lissouba est arrivé au pouvoir tout seul, sans institutions. Dans une république, on met d'abord les institutions de base. Avant d'élire un président, on a commis des bêtises. Et la République nous a échappé à travers les mains. Donc, je termine mon propos par là. La République n'est pas née. C'est à nous d'oser. La République du Congo, c'est à nous de travailler aux politiciens, d'aller clamer haut et fort pour l'abolition de la Constitution du 6 novembre 2015, afin que le peuple se retrouve avec lui-même pour mettre en place un contrat social, un nouveau, un vrai, qui va statuer sur l'intérêt général. En ce moment-là, nous pouvons exiger une séparation de pouvoir dans la nouvelle Constitution et vous verrez qu'on vivrait mieux. Et pour moi, cette République, c'est notre paradis. Cette République, c'est là où nous devons, notre terre promise, pour vivre mieux et meilleur demain. Je vous remercie.